C'était sur, vous l'avez d'ailleurs un petit peu abordé, c'est ce qu'on appelle le référendum populaire, parce que vous avez dû voir que un groupe à l'Assemblée a déposé une proposition de loi visant à mettre en place le référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne. Donc je vous demande ce que vous en pensez. Alors, une fois de plus, puisqu'à chaque fois je le répète, il suffit de prendre connaissance de la note établie en 1989 par Yvan Blot. Yvan Blot avait établi cette note, je crois, c'était en janvier 89. Moi, je l'ai rejoint peu après, par l'intermédiaire de magistrats qui m'avaient mis en relation avec lui, puisque je travaillais d'ores et déjà sur la réforme de la justice. Et la note s'intitule « La démocratie directe et le règne du droit ». Par conséquent, j'avais fait venir de Suisse des ouvrages de droit constitutionnel, et là j'insiste bien là-dessus, pour adapter la démocratie directe aux institutions françaises et à la mentalité et à l'histoire de la France. Et étant donné que depuis, Yvan Blot est décédé en octobre 2018, nous avons recréé une association de démocratie directe pour la France dont vous faites partie, et ce sont les Gilets jaunes qui ont révélé au grand public l'existence de cette démocratie directe. Alors, la proposition que vous évoquez, premièrement, eh bien, nous n'avons aucune prétention de préséance, nous n'avons aucune prétention de propriété intellectuelle, nous n'avons aucune prétention sémantique. Vous avez démocratie directe et là-dedans, vous avez le référendum d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative populaire, le référendum, etc., etc. Ce qu'il faut retenir, premièrement, je ne vais pas rentrer dans le détail des modalités elles-mêmes. En revanche, ce qui est très très important, c'est que la démocratie directe est aujourd'hui, et la France est tout à fait mûre, je dirais, il y a une maturité tout de même dans le cadre de l'apprentissage de la démocratie. Je pense que la France, je dirais pas plus que la Suisse, c'est différent, mais la France était certainement par son histoire, l'Ancien Régime, la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme, son code civil qu'on essaie de détruire, le code civil napoléonien de 1804, remarquable d'intelligence. La France, à mon avis, est le pays le mieux adapté à la démocratie directe et à la justice, à cause justement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Du côté, la France a été un creuset, une alchimie, avec des influences à l'est allemande, teutonne, au nord les Pays-Bas, à l'ouest, n'est-ce pas, l'Angleterre, la Normandie, ce que vous connaissez, l'Aquitaine avec... Dans les Pyrénées, l'influence espagnole, basque, le sud, l'Italie, c'est évident. Et tout ça, grâce à l'État qui a créé la nation, c'est l'État, les rois, il faut bien reconnaître la centralisation. Alors, on va pas... La régionalisation qui était imparfaite, moi j'ai écrit, je le dis à chaque fois, hein, j'ai rédigé un mémoire en 1972 sur la régionalisation à la faculté de droit d'Assas, puisque en Corse, nous étions déjà très sensibilisés par le mouvement de Edmond Simeoni, l'action régionaliste corse, n'est-ce pas, et l'ARC. Et par conséquent, il y avait une réflexion qui était menée. Donc, réflexion qui est demeurée imparfaite à tous les niveaux, la régionalisation, la décentralisation, on ne va pas y revenir aujourd'hui. En revanche, ce qui est important, c'est que l'initiative d'aujourd'hui devrait permettre de rassembler tous les mouvements qui se prétendent patriotes et souverainistes sous une seule et même bannière. C'est la grande difficulté à laquelle vont être confrontés les Français au cours des prochains mois. C'est-à-dire que chacun prétend détenir la vérité. Or, la démocratie directe, on va la résumer. Premièrement, vous savez qu'aujourd'hui,
les conditions d'un référendum émanant du peuple sont quasiment impossibles, qu'il faille des signatures, n'est-ce pas, de je ne sais plus combien, de 4,5 millions ou 5 millions. Par conséquent, il y a une impossibilité, un barrage. Je ne parle pas également du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de rôle. Hein. Vous avez un député qui va présenter une loi attendue par le peuple, et puis il dit, vous voyez, regardez, j'ai satisfait la demande des citoyens, et on va lui dire, non, non, ou le Conseil d'État, ou bien le Conseil constitutionnel, ah, non, non, là c'est contraire, donc il faut voir la motivation, il faut voir les raisons qui sont données, et c'est là où vous appréciez l'intelligence, la compétence, et éventuellement le parti pris. En revanche, la démocratie directe est un moyen de réconcilier les Français avec la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la gestion, la police de la cité, l'ordre public et le service public qui sont indispensables à la vie et qui ne doivent pas dépendre des secteurs privés. Hein. La privatisation, c'est l'ouverture, n'est-ce pas, à la concurrence sauvage. Et j'entendais une discussion récemment, alors là je n'ai pas compris tout à fait, des personnes d'ailleurs de qualité, mais alors là j'ai pas compris, et qui s'opposaient plus ou moins sur la définition de la République et du libéralisme. Alors il y a libertaire, il y a libéralisme. Bon, ben, le libéralisme, c'est effectivement tout ce qui dépend du secteur privé, mais c'est pas pour ça qu'on doit enfreindre les lois. Hein. Oui, c'est pas la loi de la jungle. C'est d'abord une doctrine voilà. Juridique. Oui. Voilà. Le libéralisme, c'est de laisser au privé la concurrence, et pas dans n'importe quelles conditions. En revanche, l'État, vous avez des pouvoirs régaliens qui doivent dépendre uniquement de l'État, et ensuite on décline le problème de la monnaie. Là, aller chercher l'argent sur les marchés financiers, ça a été une erreur et un échec total. On en a vu le résultat, puisque d'un côté, on a pris de l'argent, on est à 3 300 milliards de dettes, 70 milliards d'intérêts, et à côté de ça, l'effondrement total de tous les services publics. Par conséquent, on voit que c'est plus qu'une erreur, mais on y reviendra une autre fois. En revanche, la démocratie directe permet quoi? Elle permet de proposer une loi susceptible d'intéresser tous les Français en tirant parti des erreurs du passé qui ont pu être commises en disant, voilà, dorénavant, compte tenu de la mondialisation, compte tenu de la situation de la France et des Français, nous souhaitons que telle loi soit votée, mise au vote. Elle peut porter, je ne vais pas donner d'exemple, la privatisation de certaines sociétés, la nationalisation en revanche de certaines sociétés, l'immigration, les sanctions pénales, etc. Bon, donc les exemples abondent. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui propose cette loi doit recueillir des signatures avec, pendant un certain temps, et un maximum de personnes. Et indépendamment, ça c'est très important, indépendamment du recueil des signatures, vous avez une dialectique qui va s'instaurer, des discussions au café du commerce, je caricature exprès pour gagner du temps, où on va dire, Alain Le Bihan va me dire, la loi que tu proposes, je ne suis pas d'accord, parce que celle qui existe, il faut mieux l'appliquer, mais on n'a pas besoin de cette loi. Bien. Ou bien, la loi que tu proposes, elle va avoir telle conséquence néfaste auxquelles tu n'as pas pensé. Et à ce moment-là, je me dis, ah ben c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et à ce moment-là, la loi, on la met pas au vote. En revanche, si au bout de 6 mois de gestation, d'un an de gestation, la loi qui est proposée recueille l'adhésion d'une majorité de personnes qui signent, à ce moment-là, il y a une obligation de de la soumettre à la votation. Excusez-moi. De la soumettre à la votation, excusez-moi, je n'avais pas coupé. Et par conséquent, ça, cette dialectique, cette discussion, elle me paraît fondamentale, mais vraiment fondamentale, pour réconcilier les Français. Et ce qui n'empêche que cette loi permet également aux députés de la reprendre en disant, voilà ce qu'attendent les Français. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les députés, là on ne va pas revenir sur certaines discussions sur le rôle, la part des députés du Sénat et les rôles respectifs, mais je dirais que ça permet effectivement
aux assemblées représentatives, et là aujourd'hui vous avez une méfiance, vous le savez, à l'encontre de la représentativité. Excusez-moi, je vais être obligé de le couper. Méfiance des deux côtés. Hein. Oui, absolument. Et vous allez être obligé effectivement de reprendre le pouvoir au travers de la démocratie directe, c'est-à-dire que les citoyens manifestant cette méfiance, aujourd'hui, vous avez l'abstention qui se multiplie, et vous avez effectivement une situation économique, sociale gravissime, et je pense qu'effectivement que quelles que soient les initiatives comme celle que vous venez de rappeler, alors on l'appelle comme on veut, les modalités, je dirais que les modalités elles-mêmes peuvent donner lieu à une discussion au second plan. En revanche, c'est le principe qui est fondamental. C'est-à-dire que les mouvements politiques qui vont se présenter et les candidats, aujourd'hui, c'est une discussion qui est incontournable. S'ils n'annoncent pas et s'ils ne s'engagent pas à mettre en place cette réforme institutionnelle qui s'inscrit dans la Constitution, n'est-ce pas ? La démocratie directe avec des conditions de vote, des signatures qui ne soient pas, je dirais, rébarbatives et dissuasives. Parce que l'intérêt des institutions et du travail sur les institutions, elles ont deux vocations. Incitative au bien public et dissuasive, bien entendu, à tout ce qui porte atteinte à l'ordre public et à la sécurité des personnes et des biens. Par conséquent, alors, je ne vais pas citer de nom, mais je sais, puisqu'on connaît l'existence de 2 ou 3 personnalités qui ont créé des associations également pour promouvoir la démocratie directe. Alors là, je ne vais pas en faire la critique, ni je ne suis pas d'accord sur certaines modalités, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est le principe même de la démocratie directe qu'il faut promouvoir et qu'il faut inscrire dans la Constitution de façon à permettre aux citoyens d'avoir l'initiative. Alors, il y a le référendum révocatoire, il y a différentes modalités, mais ce qui me paraît le plus important, c'est la proposition de loi donnant lieu à une discussion et soumise à la votation. Voilà. Oui, c'est-à-dire que je partage complètement votre opinion. Alors, en ce qui me concerne, ce que je vois de plus puissant dans le référendum populaire, ou citoyen, tout ce qu'on veut, c'est l'arme dont dispose le peuple pour dire aux dirigeants, attention, ça marche pas comme ça. Nous sommes prêts à enclencher un processus qui va remettre en cause tout ce que vous décidez. C'est donc cette menace qui me paraît être aussi un élément qui finalement amène à enlever un peu de méfiance dans l'ensemble des relations entre les gouvernants et les gouvernés. Mais vous n'aurez jamais un système parfait. Absolument. Parce que, la nature humaine est ainsi faite. En revanche, on s'approche de la souveraineté. On s'approche de la souveraineté puisque André Belon, qui a créé l'Association pour une constituante, le rappelle toujours, il a une parfaite connaissance de l'histoire et notamment de la Révolution française. L'exécution de Louis XVI, la souveraineté est passée de la monarchie, du roi, au peuple. C'est une chose qui est certaine, avec des soubresauts que vous connaissez, l'Empire, la Restauration, etc. Et aujourd'hui, 200 ans après, un peu plus de 200 ans après, je pense que la France, plus que tout autre pays d'ailleurs, compte tenu de son histoire, a atteint une forme de maturité pour envisager une véritable démocratie. Alors, qui ne sera pas parfaite, mais qui de toute façon, et ça rejoint ce que vous venez de dire par rapport à la menace que fait peser l'initiative populaire, c'est indissociable un pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que ne pas attendre 5 ans pour sanctionner des actes d'un gouvernement, d'hommes politiques, mais que, à l'occasion d'actes graves de trahison
quel qu'il soit, je veux dire, d'engagement pris au détriment de l'intérêt général. Il y a des textes, je ne vais pas en faire la lecture, ça serait un peu surabondant et un peu pédant. Il y a les textes du code pénal, il suffit d'ouvrir le code pénal sur ces sujets. Il y a des textes qui sont applicables. En revanche, aujourd'hui, l'institution judiciaire, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, n'est pas en mesure de sanctionner certains types de criminalité, qu'elles viennent. Alors, ce qui est très grave, c'est que non seulement ils ne sont pas en mesure de sanctionner cette criminalité de la part d'actes de guerre, de criminels, d'organisations terroristes et mafieuses, sauf dans des cas relativement limités, d'où je faisais référence au rapport du Sénat de 92 et au rapport du Sénat de 2024 et à la Convention de Palerme. C'est-à-dire qu'on reste en dessous d'une certaine ligne de flottaison. Et d'ailleurs, l'un des témoins, une des personnes qui a été entendue par la Commission sur le narcotrafic, l'a indiqué lui-même, en disant, là, la question, je ne peux pas aller au-delà, je reste à un certain niveau. Et je crois me souvenir qu'il a déclaré, si je sors du Sénat et que je traverse la rue, je suis mort. Voilà. Bon. Par conséquent, c'est là où nous sommes effectivement dans une situation de guerre avec des institutions qui ne sont pas adaptées aujourd'hui à la défense des intérêts français. Voilà, c'est tout. Et par conséquent, il faut faire preuve d'humilité, que tous les mouvements qui prétendent promouvoir la démocratie directe s'entendent sur l'essentiel, non pas se battre sur les détails, mais s'entendent sur l'essentiel. Et certainement qu'au cours des mois prochains, et éventuellement dans les 10-15 ans qui viennent, vous allez avoir une nouvelle génération qui va apparaître, qui va s'intéresser à ces réformes. Et moi, je pense que ces réformes vont aboutir, mais on ne sait pas dans quel délai. C'est-à-dire qu'il va y avoir, au cours des années qui viennent, une nouvelle génération qui n'écoute plus, qui n'a plus aucune confiance dans la représentativité, qui n'écoute plus la radio ou la télévision sur un discours qui est préconstitué, téléguidé, dévoyé de la réalité à laquelle ils sont confrontés dans leur campagne, dans la destruction de l'élevage, de l'agriculture, le narcotrafic dans les campagnes, dans les banlieues. À Grenoble, là récemment, le général de Richouf a été entendu sur CNews à Grenoble à l'occasion d'une grenade qui a été lancée dans, je crois, un salon de beauté. Et là, pour la première fois, d'ailleurs, je dois le dire, pour la première fois, j'ai entendu à la télévision, parce que je voulais écouter ce qui allait être dit, j'ai entendu parler de guerre. Voilà. Pour la première fois, sur CNews, on a dit non, ce n'est plus de la criminalité, nous sommes en guerre. C'est une autre phase. Une guerre qui est menée par des organisations diverses et variées que je n'évoquerai pas ici, mais avec effectivement, à l'intérieur du pays, comme d'habitude, une forteresse qui est assiégée, vous avez des assiégeants, et parmi les assiégés, ceux qui ouvrent les portes. Bien. Par conséquent, ça c'est une chose qui est tout à fait connue, et dans ces conditions, il y a une étape qui a été franchie, avec notamment, je vous le répète, la vente des entreprises françaises, le Covid, le narcotrafic. Les Français, vraiment, sont parfaitement, ils ne peuvent pas toujours qualifier les choses, appeler un chat un chat. À l'époque, on ne sait plus ce qu'est une femme ou un homme, mais ça, c'est volontaire. Ça fait, plus on ajoute de confusion, plus on désarme moralement, intellectuellement le Français, qui ne sait plus où est le nord, le sud, la gauche, la droite, le bien, le mal. Mais ça, c'est volontaire, ça fait partie du travail de désinformation qui touche plus, qui relève plus de la débilité mentale, de la perversion et de l'inintelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, c'est simplement de la perversion et ça fait partie du système mafieux. Voilà. Mais le système mafieux, il est très à l'aise. Ceux qui dirigent ce système, eux disent « nous n'existons pas ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la fameuse citation qu'a repris dans un ouvrage remarquable Jean-François Guéraud dans La mafia à la Maison Blanche, « Je règne par l'étonnant pouvoir de l'absence ». Et eux,
ne souhaitent pas apparaître dans France Dimanche, dans Le Monde. C'est une forme d'humilité. Voilà, ils sont très humbles et ils demandent très gentiment à certaines personnes nous aurions besoin d'un petit service et on souhaiterait que vous nous rendiez service. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, bon, on parle vrai. Je te remercie pour cette première émission parce que bon, on est parti un petit peu dans tous les sens parce que bon, c'est à la fois l'actualité. C'est le sujet qui veut ça. Voilà, c'est à la fois l'actualité et puis le sujet et puis donc c'est tout simplement pour dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent que nous allons entamer avec l'avocat qui se trouve devant nous. Nous allons évoquer le dernier livre qu'il a écrit et qui est quelque chose d'exceptionnel, les guerres de conquête. Et nous allons faire en sorte, étant donné l'importance et la puissance de ce qui est traité dans cet ouvrage, nous allons le scinder et puis organiser des conversations comme celle d'aujourd'hui sur une période un peu longue. Et ben en attendant, on remercie les gens qui nous ont écoutés. Puis ce sont toutes les questions, parce qu'on peut, je le dis, il n'y a pas de fausse humilité. L'intérêt de cette pédagogie, et c'est l'intérêt dans les colloques, sont les questions. Parce que je peux ne pas être clair. Ce qui est évident, peut-être pour moi ou pour d'autres, ne l'est pas pour tout le monde. Et je peux ne pas être clair, suffisamment explicite, si on veut des exemples, si on veut des références bibliographiques. Tout a été écrit. Alors là, il y a une chose qui est certaine, tout a été écrit. Commencez par lire l'article de Christian Debris dans Le Monde de 2000. Ceux qui ne l'ont pas, on peut leur faire parvenir, mais tout a été écrit. Roland, merci. Merci beaucoup, Alain. Merci. À bientôt.